Eh bien, malgré la chaleur accablante, il est temps de se retrouver pour, je pense, une des vidéos les plus importantes de l'année. Et salut par ici. Bon, et bien comme le titre vous l'a indiqué, on se retrouve cette année avec une vidéo que je tourne depuis 2 ans, voire 3 ans maintenant je crois. On se retrouve donc pour le Mid-Year Freakout Book Tag. Pour les nouveaux et nouvelles venus, c'est un genre de bilan de milieu d'année, vu qu'on est en plein mois de juillet, que on a bouclé la première partie de l'année 2023. Bah voilà, c'est le moment de faire un petit retour arrière sur ces 6 premiers mois de l'année, voir un petit peu ce que j'ai lu, ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu, bref, faire un bilan quoi. Et alors écoutez, je ne sais pas si les questions ont changé depuis ces dernières années. Moi j'utilise toujours les mêmes questions qui sont dans mon téléphone et que j'ai sauvegardées. Donc c'est les mêmes questions que l'année précédente, pas de changement, on reste sur les mêmes bases. Et donc pour commencer cette vidéo, je dois vous parler de ma meilleure lecture de l'année, ma meilleure lecture de 2023 so far. Pour tout vous dire, j'ai préparé cette vidéo il y a un jour ou deux, j'avais déjà noté tous les livres dont je devais vous parler. Et il y en a un petit nouveau qui s'est ajouté, un livre que j'ai terminé hier, donc je vous en parle juste après. Mais de base, ma meilleure lecture de 2023, c'est pour l'instant Atteindre l'aube de Digli. Alors il y a plein d'autres livres hein, qui m'ont beaucoup plu, qui auraient pu être ma meilleure lecture, mais voilà, j'ai essayé de faire un classement selon plein de critères, à savoir est-ce que j'ai bien aimé, est-ce que ça m'a touché. Et je pense que celui-ci est arrivé tout en haut du classement, mais vraiment de peu, parce qu'il y a plein d'autres livres qui m'ont plu. Bref, Atteindre l'aube, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, il me semble. C'est donc le nouveau livre de Digli, qui est une autrice, illustratrice que j'aime beaucoup et que je suis depuis très longtemps, mais vous le savez si vous me suivez aussi depuis un petit moment. Dans Atteindre l'aube, Digli écrit une lettre d'amour à sa grand-tante Georgie qui est décédée. Et au travers de cette lettre, eh bien, elle va s'interroger sur son passé, elle va mener un peu une enquête sur le passé de sa grande-tante, mais aussi sur le sien, qui va l'aider un petit peu à prendre du recul sur sa famille, mais aussi sur sa relation aux hommes. Et voilà, c'est un mélange entre un roman, une enquête, un essai féministe, c'est plein de choses ensemble, mais qui m'ont vraiment beaucoup plu, beaucoup marqué, beaucoup parlé, beaucoup touché, et voilà, ça a été, je pense, ma meilleure lecture de 2023. Jusqu'à ce que je termine un livre, pas plus tard qu'hier, qui m'a bouleversé. Vraiment, je pense que ça faisait très longtemps que j'avais pas été bouleversé à ce point, si ce n'est la première fois de ma vie que je suis autant touché et transpercé par des mots que je lis. Et ce livre, c'est un livre qui n'est pas encore sorti, qui va sortir le 23 août. J'ai ici les épreuves non corrigées, mais voilà, hier j'ai terminé La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pasco. Les mots me manquent tant j'ai été bouleversé par ma lecture. D'ailleurs, j'ai vraiment corné énormément de pages, je ne sais pas si ça se voit, mais voilà, ça m'a bouleversé quoi. Alors je ne sais pas si vous connaissez ou non Panayotis Pasco, qui a quand même un petit nom maintenant. Il a commencé en tant que journaliste chroniqueur au Petit Journal, genre il y a vraiment longtemps, parce qu'à l'époque c'était sur France 4, et je crois qu'il avait genre 17 ans. Et puis voilà, il a fait son petit bout de chemin. Aujourd'hui, il est humoriste, il fait pas mal de stand-up, mais il est aussi un peu artiste, auteur, il fait vraiment beaucoup de choses. Et c'est une personnalité que j'aime beaucoup, que je suis depuis longtemps d'ailleurs. Et voilà, quand j'ai su qu'il sortait un livre, j'ai eu l'occasion de me le procurer donc en épreuve non corrigée. Et voilà, dans ce livre, il aborde 3 grands thèmes qui sont sa dépression, la découverte de sa sexualité, et entre autres de son homosexualité, et puis sa relation avec son père, ou plutôt on devrait dire sa non-relation, ou sa relation très conflictuelle et plein de non-dits. Enfin bref, c'est un livre voilà, qui englobe ces 3 grandes thématiques. C'est écrit presque comme un journal, c'est vraiment brut. Panayotis n'y va pas par 4 chemins pour nous parler de ces thèmes. J'ai envie de dire qu'il y va sans pudeur, même si je pense qu'il y en a, mais en fait il se livre tellement à nous que vraiment ça m'a beaucoup surpris. Mais en bien, et voilà. Pour tout vous dire, je l'ai terminé hier, donc j'ai encore assez peu de recul sur ma lecture et c'est compliqué de trouver les mots justes pour en parler. Donc j'en parlerai bien entendu avec un peu plus de détails dans un update lecture bientôt. Mais voilà, sachez que je pense que pour le coup, c'est ma meilleure lecture de 2023 et ça va être très compliqué de passer au-dessus, tant ça m'a bouleversé.
Donc voilà, j'ai très hâte de vous en reparler. Et si je ne vous en reparle pas d'ici la sortie, ce qui m'étonnerait, le 23 août, vraiment, allez en librairie et achetez-le. On continue avec la meilleure suite lue en 2023. Alors ça va être assez simple parce que j'ai pas lu beaucoup de suites, j'ai lu beaucoup de one-shot pour vous dire. J'ai lu assez peu de sagas depuis ce début d'année. Et il y a une suite en particulier qui se dégage du peu de suites que j'ai lu, puisque ça y est, j'ai enfin avancé après presque un an de creux. J'ai repris les archives de Rochard de Brandon Sanderson. J'ai lu en début d'année la deuxième partie de Justicière, qui est un peu abîmée d'ailleurs, je l'ai un peu trimballé partout avec moi. Alors, c'était trop bien, mais ce n'était pas le meilleur tome de la saga à mes yeux, même si le final était grandiose, et je pense que c'est un des meilleurs finals qu'on ait eu depuis le début de la saga. Alors que, vu la fin du livre des radieux, quand même, il y avait du level. Mais on va dire que Justicière, c'est un tome qui, même s'il est rempli, bourré de révélations, vraiment, ça ne s'arrête pas. Il y a quand même un gros problème de rythme, et il y a de nombreux moments que j'ai eu l'impression un petit peu de subir, même si, au global, c'était excellent, et vraiment, c'est très loin d'être un mauvais livre, hein. Je pense que je lui ai mis 4 sur 5, voire 5, parce que malgré tous ses défauts, il y a plein de qualités géniales, mais voilà, c'était un très bon tome. J'aime toujours autant les archives de Rochard, et j'espère lire d'ici la fin de l'année Rythme de guerre, donc le prochain tome. Mais voilà, une excellente suite qui affirme que les archives de Rochard restent ma saga de fantasy favorite jusqu'à présent. Et voilà, j'ai rien d'autre à en dire parce que sinon ça serait du spoil, mais si vous n'avez pas commencé, ça fait des années que je vous le dis, hein, mais il serait peut-être temps de vous y mettre. Et alors pour la suite, je dois vous parler d'une sortie de 2023 qui me tente. Alors c'est une sortie que je n'ai pas, c'est sorti il y a un mois ou deux je crois, en version originale, ce n'est pas encore paru en français, mais je suis persuadé que ça va paraître, si ce n'est pas à la fin de l'année, ça sera début de l'année prochaine. Et cette sortie, c'est Yellowface de R.F. Kuang, qui est donc l'autrice de La Guerre du Pavot et de Babel. Dans Yellowface, on change complètement de registre, parce que jusqu'à présent, l'autrice nous avait habitués à de la SFFF, mais là, on est plutôt dans de la littérature plus contemporaine et réaliste, puisque dans Yellowface, on va suivre, si je ne dis pas de bêtises, l'histoire d'une américaine qui, je crois, est blanche. Vraiment, je ne suis pas sûr à 100% de mon résumé, donc si je fais des erreurs, reprenez-moi dans les commentaires. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, on va suivre une autrice qui ne rencontre pas le succès, qui est blanche. Et en fait, elle va mettre la main sur le manuscrit d'une de ses connaissances, qui est asiatique, qui je crois est décédée ou un truc comme ça, et elle va récupérer ce manuscrit et le faire publier en son nom, et récolter gloire et louange. Et en fait, ce livre parle de racisme, je pense d'appropriation culturelle, et de tout le racisme latent, je pense, dans le milieu de l'édition. C'est à peu près tout ce que je sais, mais j'ai lu plein de reviews de gens qui disent que c'est incroyable, que c'est trop bien écrit, que c'est hyper rageant et en même temps que c'est jouissif, et apparemment elle y va pas de main morte et elle dénonce vraiment plein de choses et d'injustices dans le milieu de l'édition. Ça me tente vraiment beaucoup, ça a l'air très intéressant, ça a l'air très bien écrit, et surtout ça a l'air d'être assez facile à lire puisque j'ai eu l'occasion de le feuilleter en librairie. Et bah voilà, je trouvais que ça avait pas l'air bien compliqué, donc pour vous dire, j'ai failli l'acheter, je l'ai reposé en me disant que ma palle était déjà bien trop grosse, mais voilà, ça me tente beaucoup, il n'est pas impossible que je craque d'ici la fin de l'année. Et alors la prochaine question est assez similaire, puisque là je dois vous parler d'une sortie que j'attends avec impatience. Donc la question d'avant c'était un livre qui est déjà sorti et qui me tente, de cette année, et là c'est un livre qui va sortir, et qui me tente beaucoup. Et là, ben, c'est un livre qui va sortir fin août, mais que j'ai déjà en ma possession, parce que je suis un peu privilégié. Non, parce qu'en vrai, je l'ai demandé à l'éditeur qui me l'a donné, je pense, avec plaisir, puisqu'on s'entend très bien. Il s'agit bien entendu de Méduse de Martine Desjardins, qui va donc sortir au moment de tous les livres de la rentrée littéraire chez La Talente. Méduse, c'est un récit fantastique qui est sorti en 2020 au Québec, aux éditions Alto, dans une couverture différente d'ailleurs, qui est aussi très sympa. Et j'ai vu qu'avec cette sortie-là, les éditions Alto avaient mis à jour leur livre, et lui aussi portera cette couverture.
Est-ce que c'est clair ce que je dis? Je n'en suis pas sûr. Bref, j'avais déjà repéré ce livre fin 2020, puisque je l'avais vu passer dans un article de blog sur un petit récap des meilleures lectures de l'année. Et je me souviens que c'était un article commun, c'était plusieurs blogueurs et blogueuses littéraires qui avaient listé chacun un coup de cœur. Bref, je ne sais plus où est-ce que je l'avais lu, mais voilà, j'avais vu une blogueuse parler de Méduse, de Martine Desjardins, qu'elle avait lu en e-book, parce que les livres des éditions Alto ne sont pas commercialisés en France, mais seulement au Québec. Et depuis fin 2020, eh bien, j'ai très envie de lire ce livre. Il y a plusieurs fois où j'ai failli me l'offrir en e-book, parce que bien qu'il ne soit pas paru physiquement chez nous, bah, j'aurais très bien pu prendre le livre numérique. Mais je sais pas, il y a un truc qui me faisait dire « Ah, bah, je verrai plus tard ». Et malgré tout, je crève d'envie de le lire depuis très longtemps, et donc quand j'ai su que La Talente avait racheté les droits pour la France, bah, j'ai sauté au plafond, surtout que, vraiment, cette beauté, c'est incroyable, c'est trop beau, je trouve vraiment cette couverture magnifique. Et j'ai très hâte de le lire. Dans Méduse, on va suivre une jeune fille qui porte le pseudonyme de Méduse parce que ses camarades de classe l'appellent comme ça, puisque je crois qu'elle est défigurée et elle vit dans un institut pour jeunes filles, c'est ça. Et elle est à la merci d'adultes peu scrupuleux. Et Méduse passe son temps dans la bibliothèque à lire, puisque je crois qu'elle n'a pas d'amis, elle n'a personne autour d'elle. Et elle va finir par se libérer de l'oppression qu'elle subit, je ne sais pas de quelle manière, mais apparemment c'est un récit poignant, violent, fantastique. J'aime beaucoup ce côté huis clos dans un institut, avec cette jeune fille voilà, qui est passionnée de littérature. Je pense qu'il y a peut-être un petit côté Dark Academia qui va se profiler. Je n'en sais pas plus, mais vraiment c'est un livre qui me fait envie, qui dégage une aura depuis quelques années, et je suis vraiment très content de l'avoir entre mes mains. Je ne vais pas tarder à le lire, je vais le lire d'ailleurs avant sa sortie, comme ça je pourrai vous en faire une chronique, et j'espère vraiment que je ne serai pas déçu parce que je place beaucoup d'espoir dans cette lecture. Et là, on va passer de la hype à la déhype totale, parce que je dois vous parler de ma plus grande déception de l'année. Eh bien, ma plus grande déception de l'année... Ah, je me sens mal de le dire parce que c'était pas si mauvais. Mais comparativement à ce que j'en attendais, ça a quand même été une déception. Et il s'agit aussi d'un livre qui est publié aux éditions La Talente, et il s'agit de Sommerki de Dimitri Gluchovsky, que j'avais dans ma bibliothèque depuis plus d'1 an, je crois. D'ailleurs, c'est Paper Palace qui me l'avait offert aux Utopiales. Merci encore. Et ce livre, ça a été mon premier de Dimitri Gluchovsky, qui est donc l'auteur de Métro 2033 et Métro 2034, entre autres, et qui est donc traduit par Denis Savine. Et en fait, il y a quelques années, il y a 2 ans passés maintenant, j'avais reçu Denis Savine, chez moi d'ailleurs, dans ce salon, et on avait parlé ensemble de traduction et surtout de tout le process de traduction autour de l'œuvre de Marina et Sergei Diatchenko. Et je me souviens que Denis m'avait conseillé, recommandé de lire du Dimitri Gluchovsky, et il m'avait parlé de Sommerki en vraiment bien. Un récit qui mêle fantastique et traduction. Il y a ce côté un peu monde réel qui plonge un petit peu dans le fantastique et dans l'horreur. Et voilà, depuis j'avais très envie de le lire, ça a été une des lectures communes du book club, et pour tout vous dire, ça a été un peu une déception, malgré plusieurs passages qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont fait bondir, que j'ai adoré. Mais on va dire que ces quelques passages extraordinaires n'ont pas su combler les problèmes de rythme de ce livre, et surtout... il y a un côté, il y a un syndrome un peu à la Lost de je vais t'intégrer plein d'éléments fantastiques, incroyables, inexplicables, pour te faire mariner. Et justement, s'ils sont inexplicables, et ben c'est pas pour rien, parce que tu n'auras jamais toutes les réponses. Et d'habitude, ça me frustre pas quand c'est bien fait, mais voilà, pour moi, il y avait un problème de rythme, un problème de message. La narration était découpée d'une manière très étrange, et même si ça servait le récit, et que c'était logique que le livre soit narré de cette manière, ben, ça m'a un peu gâché quand même mon plaisir de lecture. Donc voilà, ça a été une déception. C'est pas un mauvais livre, mais je pense que je fondais beaucoup trop d'espoir dedans, et c'était juste un livre ok, pas mal.
Dommage. Et à l'inverse, maintenant, je dois vous parler de ma plus grosse surprise de 2023. Et ma plus grosse surprise de 2023, je vous en ai déjà parlé il y a pas très longtemps, donc je vais pas beaucoup m'attarder dessus. Mais il y a 2 mois maintenant, pour mon anniversaire, une de mes meilleures amies m'a offert une BD. BD que j'avais déjà vue en magasin et où je m'étais dit « Ah, ça a l'air pas mal ». Elle me l'a offert, je l'ai commencé en me disant que ça allait être un petit moment sympa, une petite parenthèse dans mes lectures, et en fait ça a été une énorme claque. Il s'agit de Toutes les morts de Layla Starr. Voilà, une BD magnifique, avec des dessins et une palette de couleurs absolument dingue. Mais voilà, une BD aussi belle dans l'image que dans le texte, puisqu'il y a énormément de passages qui m'ont bouleversé, qui m'ont beaucoup plu. Je vous en reparle pas trop en détail, et si ça vous intéresse, juste là, je vous mets la vidéo où j'en parle, et où j'en parle, je pense, un petit peu mieux et un petit peu plus en détail, puisque voilà, énorme coup de cœur, c'est publié chez Urban, c'est de Ramve et de Felipe Andrade, et voilà, si vous voulez lire une BD extraordinaire, la question elle est vite répondue. Et on continue donc ce tag avec la prochaine catégorie. Je dois vous parler de mon nouvel auteur favori. Alors, je sais pas si on peut parler de mon nouvel auteur favori, mais un auteur que j'ai découvert cette année et dont j'ai envie de suivre le travail. Il s'agit de Keigo Shinzo, qui est un mangaka japonais que j'ai découvert grâce au manga Hirayasumi. Pour l'instant, il y a 2 tomes qui sont parus, ça sera une saga en 5 tomes. J'ai très hâte de lire le 3e, puisque j'ai déjà lu les 2 premiers. Et je ne connaissais vraiment pas du tout ce mangaka. On m'en a parlé en très bien. On m'a dit que Hirayasumi, c'était une petite pépite de douceur et de chillance. Donc je suis allé m'offrir le 1er tome, et je n'ai absolument pas été déçu. J'ai même adoré. Je me suis acheté le tome 2 dès qu'il est paru. Je l'ai lu dès que je suis rentré chez moi. Et vraiment, c'est génial. Ça fait du bien à lire. C'est plein de douceur et de bien-être, plein de bons sentiments sans que ce soit niais. Avant ça, je sais qu'il a écrit plusieurs autres mangas, dont un qui s'intitule Tokyo Alien Bro. Là, c'est un manga en 3 tomes. Je me suis procuré le 1er tome d'occasion, que j'ai trouvé sur Vinted, je crois. Je l'ai pas encore lu, pour le coup, mais je compte le lire très 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 bientôt. Apparemment, c'est un peu plus humoristique que Hirayasumi, mais voilà, j'ai envie de découvrir tout ce qu'il a écrit. Et je sais qu'il a écrit un autre manga qui, je crois, s'intitule Mauvaise Herbe. J'ai un doute, mais je vous mets la couverture là. Et dans celui-ci, par contre, je crois qu'on va parler de dépression, de drogue. Donc là, on est plutôt dans un registre un peu plus dramatique. Mais voilà, je suis très curieux de découvrir toute son œuvre, qui a d'ailleurs été parue chez les éditions Le Lézard Noir, qui est un éditeur de manga vraiment que j'aime beaucoup. Il fait soif. Et on s'approche lentement mais sûrement de la fin de ce tag, puisque maintenant je dois vous parler d'un des personnages que j'ai préféré lire cette année. Et alors pour le coup, il y a un personnage vraiment qui m'est resté en tête et que j'ai adoré. Il s'agit de Gideon, dans la saga de Tamsin Muir qui s'intitule Le Tombeau Scellé, et dont le 1er tome s'intitulait Gideon la 9e. Ici j'ai l'édition grand format chez Actes Sud. De toute façon, il n'y a que le grand format qui est sorti, il n'y a pas encore de poche. Et vraiment, mais Gideon, mais quelle régalade. J'ai adoré ce livre, vraiment ça a été un petit coup de cœur, c'était trop bien. C'est un univers hyper riche, et on sent que dans ce 1er tome, on a à peine effleuré la surface de cet univers, qui a plein de choses à creuser et à découvrir. C'est un univers qui est vraiment très complexe et parfois frustrant, parce que on est projeté dans ce livre et l'autrice nous dit « Écoute, j'ai la flemme de tout t'expliquer, donc lis et on verra si tu comprends. » Et au final, on se prend quand même assez rapidement au jeu, et voilà, ça a été une formidable expérience de lecture, et j'ai donc adoré le personnage de Gideon, qui est une femme forte, aux antipodes de tous les clichés qu'on peut avoir dans la littérature de l'imaginaire. Elle est drôle, elle est forte, elle est badass, elle est queer, elle est rousse, elle est géniale. Elle est géniale, je l'ai adorée, elle m'a fait crever de rire. Et en même temps, elle m'a beaucoup touché, parce que c'est un livre qui oscille constamment entre les passages épiques, les passages dramatiques et les passages humoristiques qui sont vraiment très 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 réussi. C'est un personnage qui a énormément de répartie,
Et voilà, elle m'a fait mourir de rire. Le second tome est déjà paru en français, c'est sorti au printemps. Je ne l'ai pas encore lu, alors que je voulais le lire dès sa sortie. Mais voilà, j'ai pas encore pris le temps de m'y plonger. Pour tout vous dire, c'est hyper bête ce que je vais dire, mais je trouve que encore ce premier tome n'était pas trop moche, quoi. L'éditeur a repris la couverture de base et l'a charté avec voilà, ce texte qui n'est pas très très joli, parce que je trouve que la VO est quand même beaucoup plus jolie. Mais voilà, je m'étais dit oui, bah le livre fait quand même le taf, et en fait quand j'ai vu la couverture du tome 2, je me suis dit mais qu'avez-vous fait? Ils ont changé toute la colo de l'illustration de base, et voilà, ça c'est la VF, et ça c'est la VO. Je trouve qu'il y a un monde entre les deux, et voilà, je trouve le livre affreusement moche, et je pense qu'il y a de grandes chances pour que je me sépare en fait de mon tome 1, et que je me fasse toute la saga en livre numérique, parce que vraiment c'est pas joli. Je n'ai pas encore lu le second tome, mais vraiment ça ne saurait tarder. J'aimerais bien le lire cette année, mais j'ai un planning de lecture assez rempli, et j'ai plein de livres que j'ai déjà achetés à lire, donc peut-être que je le lirai l'an prochain, puisque je crois que le tome 3 sortira l'an prochain, donc ça me permettra de pouvoir continuer la saga assez rapidement. Je vais voir, mais voilà, dans tous les cas c'est une saga que je vais continuer, que j'aime vraiment beaucoup, qui me plaît beaucoup, et que je vous recommande. Et alors maintenant je dois vous parler d'un livre qui m'a fait pleurer. Alors j'aurais pu vous parler de Atteindre l'aube et de La prochaine fois que tu mordras la poussière, donc mes deux coups de cœur de l'année, qui sont tous les deux des livres qui m'ont fait beaucoup pleurer. Mais mine de rien, le but de ce tag, c'est quand même de parler de différents livres, et donc je vais vous reparler d'un livre dont je vous ai déjà parlé en début d'année, et qui a été pareil un énorme coup de cœur, qui m'a fait pleurer à chaudes de larmes. C'était mon premier de l'autrice, je n'avais pas encore lu son livre précédent, qui était Betty, et donc je vais vous parler de L'été où tout a fondu, de Tiffany McDaniel, et en même temps j'ai pas grand chose à vous en dire parce que j'en ai énormément parlé dans cette vidéo, qui est là. Et voilà, pour vous faire un petit rappel, dans L'été où tout a fondu, on va suivre une famille américaine qui vit dans l'Ohio, je crois. Ouais, c'est ça, à l'été 1984. Et cette petite ville et cette famille va être un petit peu bouleversée par l'arrivée d'un très jeune garçon, d'un enfant noir, qui prétend être le diable en personne, et qui est venu un petit peu faire une visite de courtoisie dans cette ville. Et tout va changer pour toujours. Dans ce livre, on va parler d'acceptation, on va parler de racisme, on va parler de haine, on va parler de différence, on va parler d'homophobie. Et ça a été vraiment une énorme claque, j'y pense encore très souvent, et il m'arrive encore très souvent de le feuilleter, de relire certains passages, et de vite reposer le livre dans ma bibliothèque avant de pleurer. Et voilà, c'est une lecture absolument magnifique que je vous recommande, mais que je vous recommande si vous êtes prêt à la lire, parce que c'est un livre voilà, qui est plein de trigger warning, qui est violent, qui est triste, qui est parfois choquant. Donc il faut le lire en connaissance de cause, mais je vous assure que c'est un livre qui en vaut la peine. Et j'ai très hâte de lire le prochain livre de Tiffany McDaniel, qui est déjà sorti en VO, qui s'intitule On the Savage Side, je crois. Et je ne sais pas encore quelle est la date de parution en français, mais je suis pratiquement sûr que ça sortira chez nous, chez Galdemeister. J'ai très hâte, et d'ici là vous allez me dire que je pourrais très bien lire Betty pour patienter, mais je ne sais pas, Betty me fait encore un petit peu peur, et je suis pas sûr de le lire tout de suite. Et on continue avec l'avant-dernière catégorie de ce tag, puisque je dois vous parler d'un livre qui m'a rendu heureux. Et décidément, on retrouve toujours le même éditeur, puisque j'ai lu Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers, qui est publié chez La Talente. C'est une très courte novella, vraiment, pour le coup, c'est vraiment très court. Ça fait 113 pages. Et c'est le deuxième et ultime tome de la duologie Histoire de moines et de robots. Je vous avais déjà parlé pas mal, je pense, l'an dernier, de Un psaume pour les recyclés sauvages, qui est donc le premier tome. Et début d'année, j'ai donc lu Une prière pour les cimes timides. On retrouve le personnage de Dex, qui est un moine de thé. Et Dex est en réflexion constante sur sa vie,
sur sa vie professionnelle, mais aussi sur sa vie sociale. Voilà, c'est un personnage qui se pose beaucoup de questions, qui a du mal à trouver les réponses, et il va un jour croiser la route de Omphale, Omphale qui est un robot qui vivait en autarcie totale de l'humanité depuis plusieurs milliers d'années, puisque voilà, on est dans un futur où l'humain et le robot ne se côtoient plus. Et ensemble, et ben voilà, ils vont faire un bout de chemin et essayer de trouver un sens à la vie de Dex, et Omphale va essayer de trouver la réponse à une question qu'il se pose, et qui est de quoi l'humanité a-t-elle besoin. C'est un livre qui m'a beaucoup fait prendre de recul, qui m'a aidé à avoir une réflexion moi-même sur ma propre vie, mais c'est aussi un livre qui m'a fait du bien. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont reproché à Becky Chambers, dans cette duologie, de vraiment prendre les choses très en surface, et de ne pas creuser ses concepts à fond. Et je pense qu'en fait, c'était juste pas le but de ce livre. Ce livre, c'est juste un moyen pour nous de penser à certaines grandes questions, de nous faire nous-mêmes notre propre avis, notre propre réflexion dessus. Et puis c'est juste un bouquin qui est là pour nous faire du bien. Parce que la première phrase du tome 1 de Becky Chambers, c'était ce livre est pour vous qui avez besoin de souffler. Et le tome 2, c'est ce livre est pour vous qui ne savez pas où aller. Donc on n'est pas sur de la SF où on va se prendre la tête et réfléchir à des concepts très compliqués, très creusés. Non, on est juste là pour se poser, prendre un moment pour soi et se faire du bien. Et pour moi, ça a beaucoup marché, ça m'a beaucoup parlé. Et voilà, je trouve que Becky Chambers a une fois de plus prouvé qu'elle était une autrice de talent, et qu'elle savait maîtriser à la perfection le genre de la science-fiction positive. Et d'ailleurs, j'ai très très hâte de me plonger à nouveau dans la saga des Voyageurs, parce que je n'ai lu que le premier tome, qui s'intitule L'espace d'un an. J'ai acheté tous les autres tomes, je ne les ai pas encore lus, et vraiment, je m'en délecte d'avance. Et nous arrivons maintenant à l'ultime question, à l'ultime catégorie, puisque je dois vous parler du plus beau livre que j'ai acheté cette année, et ça, vraiment, c'est tous les ans, c'est la question qui tue. Parce que je n'ai de cesse d'acheter des livres que je trouve trop beaux. Pour le coup, je l'avoue, je suis un peu matérialiste, mais je sais que je succombe très facilement à un livre dès lors qu'il est très beau. Je pourrais vous en montrer une bonne dizaine, parce que voilà, j'ai encore fait pas mal d'achats de beaux livres. Mais écoutez, il fallait faire un choix, et donc j'en ai pris un que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, et que j'ai acheté en seconde main. Parce que vous n'êtes pas obligé d'aller en librairie et de dépenser une petite fortune pour acheter des beaux livres. Il y a plein de petites merveilles qui vous attendent dans les bouquineries et sur Vinted. Et j'ai donc acheté un livre absolument sublime pour la modique somme de 6 €. Et il s'agit de The Goldfinch de Donna Tartt, qui est donc traduit par Le Chardonneret en français, qui est pour l'instant le dernier livre de Donna Tartt à être sorti. Il est sorti il y a 10 ans maintenant, il y a énormément de rumeurs sur le fait que Donna Tartt va très bientôt nous sortir un nouveau livre. Vous le savez très certainement, j'ai lu à l'automne dernier The Secret History, Le Maître des Illusions, que j'ai adoré, vraiment, c'est devenu, je pense, un de mes livres préférés. Ça a été un énorme coup de cœur, j'ai beaucoup aimé l'écriture de Donna Tartt. Et j'ai toujours entendu parler du Chardonneret vraiment en très bien, je n'ai lu que des excellentes critiques dessus, même si apparemment c'est un peu long, on part sur une pavasse de l'enfer quand même, hein. Le livre fait 800 pages, c'est écrit en tout petit, ça me fait un peu peur. Mais voilà, j'ai très envie de le lire, et vu que j'ai réussi à lire Le Maître des Illusions en anglais, je me suis dit que j'allais lire tous les livres de Donna Tartt en version originale. Et voilà, quand je suis tombé sur celui-ci sur Vinted, dans cette édition reliée absolument magnifique, et il est comme neuf, hein, parce qu'il a l'air très usé, très jauni, mais en fait c'est l'édition qui veut ça. Il y a juste, bon, ces pages-là qui sont un petit peu jaunies, mais ça c'est parce que le livre a 10 ans. Mais voilà, je le trouve vraiment très beau, et d'ailleurs quand on l'ouvre, à l'intérieur il y a une photo du tableau dont on nous parle dans le livre, parce que le Chardonneret c'est un vrai tableau. Et en fait, c'est une vraie photo. Et je ne sais pas si en fait c'était là de base dans l'édition, ou alors si c'est la personne qui a acheté le livre qui l'a collé. Mais en tout cas, je sais pas, je trouve que ça donne une aura, une vibe à ce livre. Je le trouve magnifique. Je ne pense pas le lire tout de suite, je ne pense même pas le lire cette année, mais quand je l'ai vu à ce prix-là, et qu'il était aussi beau,
Bah, je me suis dit, allez, je le prends, dans tous les cas, ça sera lu un jour, et voilà, je suis trop contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Bon, et ben voilà, on arrive à la fin de ce mid-year Freak Out Book Tag. J'ai toujours peur de ne pas dire les mots dans le bon ordre. J'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo, c'est vraiment une vidéo que je prends pas mal de plaisir à faire tous les ans. J'espère que ça vous aura plu aussi. Je pense que vous avez dû voir pas mal de ce tag sur Booktube ces derniers jours, ces dernières semaines, parce que voilà, c'est la période et tout le monde le fait. J'espère que ça n'aura pas été trop redondant. Et si vous avez envie de me lister un petit peu, vous, votre book tag dans les commentaires, n'hésitez pas. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais aller m'attaquer, je pense, au montage. Je vous souhaite un très bel été. Faites de bonnes lectures. De toute manière, moi, je vais pas faire de pause dans les vidéos cet été, donc on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo ou en stream sur Twitch ou sur Discord ou sur Patreon. Bref, vous savez où me trouver. Donc d'ici là, prenez bien soin de vous, faites de belles lectures. Et je le dis à chaque fois, mais on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!